Riccardo Petrella. Il ne faut pas être à côté de l'énergie. Ça peut exploser. En tout cas, c'est peut-être l'explosion, c'est l'amitié. Si j'ai le grand honneur d'être ce soir avec vous, c'est justement parce qu'on est des amis. Et vous savez, dans la vie, l'amitié est fondamentale. On fait les belles choses, surtout quand on est entre amis et par amitié. C'est vrai qu'on le fait souvent par intérêt, par égoïsme, par copie, par avidité, etc. Mais les choses qu'on fait par amitié et à cause des amis sont les choses les plus belles. Peut-être que je pourrais m'arrêter déjà là. Parce que j'ai dit l'essentiel. Et puis j'ai constaté, j'ai appris pour la première fois qu'en quelques heures, je peux changer de sexe. C'est-à-dire que maintenant, je représente une femme. Et vous voyez, les progrès de la science et de la technologie parfois sont étonnants, sont très rapides. Et je voulais dire qu'Henri Claude, qui me fait l'honneur de me faire parler, me fait un grand cadeau parce que tout Italien adore parler. Et moi, je suis un Italien. Et j'adore parler, c'est pour cela que tantôt il a mentionné tous les problèmes, déjà en quelques mots, il nous a parlé de l'eau. Pensez un peu, sans eau, on meurt. Il a parlé des biens communs. Il a parlé même de la France, ça c'était un peu, la France, c'est déjà important de parler de la France et des problèmes de la France. Et puis du monde, puis de l'éducation, puis la compétitivité. Et en réalité, j'aurais presque plus tellement de choses à dire. Mais en tant qu'Italien, les Italiens sont capables de parler même lorsqu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, et même lorsque les choses sont déjà connues. Voilà les cadeaux qu'elle m'a fait. Mais maintenant, je dois mériter les cadeaux qu'il m'a fait. Hein? Et je dois travailler. Je vous propose de faire notre travail ensemble. J'espère que vous serez actifs et réactifs, parce que, en réalité, ce que je vais vous dire, je le sais déjà. Et parfois, on s'ennuie à répéter les choses. En revanche, je ne connais pas ce que vous pensez. Et la chose plus belle est dialoguer. Donc, j'espère que vous réagirez, même si peut-être certaines des propositions vous pourront paraître utopiques, irréalisables, etc. Si vous allez réagir, c'est un deuxième cadeau que j'aurai ce soir. Alors, je vous propose de travailler sur en quatre moments, de faire cette réflexion en quatre passages. Non pas pour acheminer ensemble, parce que ce serait ridicule. Pour l'instant, c'est moi qui m'achemine tout seul. Mais enfin, pour arriver après à la phase du débat, où ça devient un peu visible le chemin qu'on a parcouru pour parvenir à soutenir des thèses et des propositions finales. Le premier moment du chemin, ce sera de se poser la question, mais pourquoi sommes-nous maintenant une société, et on le constate tous les jours, qui est incapable de résoudre les problèmes qu'elle a créés? J'espère que vous ne faites pas partie des gens qui pensent que vous avez résolu le problème du monde. Et j'espère qu'au contraire, vous serez parmi les gens qui pensent que vous êtes responsable de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment, ça ne vient pas du ciel, c'est nous qui l'avons fait. D'une manière ou de l'autre, chacun y a apporté sa propre pierre. Et on doit constater qu'à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de la paix, de la militarisation du monde, on n'arrête pas les guerres, on n'est pas capable d'arrêter les guerres. On fait des guerres partout. La militarisation du monde est arrivée dans nos villes, il y a les villes privées.
Il y a des barrières. Et maintenant, l'Europe, qui est un rêve pour beaucoup de monde, ne fait que créer des barrières, des murs. Et les murs, on annonce maintenant même un de 3450 kilomètres. Le mur entre les États-Unis et le Mexique. Comme si déjà il était à 1540 kilomètres, il est déjà là le mur, hein, entre les États-Unis et le Mexique, de 1500 kilomètres. Maintenant, on veut faire côte à côte. Et puis, on constate qu'on n'arrête pas la dévastation de la planète. La sécheresse explose partout. Une étude récente de Science a démontré que, de par le monde, il y a 4 milliards de gens sur 7 milliards et demi qui vivent dans des régions à forte rareté d'eau bonne pour l'usage humain. Et ce n'est pas parce que Dieu n'envoie pas les nuages. Elles sont dans des régions où l'eau existe, où elle est inaccessible économiquement parlant, elle est inaccessible du point de vue de qualité, etc. 4 milliards. Vous n'y faites pas partie, heureusement. Mais votre ennemi pourrait vous souhaiter que vous habitiez ces régions-là. Et puis, on a une économie qui, malgré des soupçons de temps en temps, est à la dérive. Pensez à l'heure actuelle, les transactions financières, achat et vente d'un titre, se font, vous les avez, à quelle est la vitesse qu'on fait aujourd'hui les transactions financières? 30% de toutes les transactions financières au monde. Quelqu'un le sait? On appelle la finance à haute fréquence. Hein? C'est la millième de seconde. C'est-à-dire que 30% aujourd'hui de tout l'argent qui circule dans les marchés c'est fait à une vitesse qui dépasse l'homme. Ce n'est pas un temps humain. C'est-à-dire que nous sommes dans un système financier qui n'est plus dans un temps humain. Et en effet, c'est toutes des machines. On l'appelle la finance algorithmique, parce que ce sont des algorithmes. Et donc, il n'a rien à voir avec notre humanité. C'est une dérive, non pas technologique uniquement, c'est une dérive humaine. Ce sont les humains qui ont inventé la finance à haute fréquence. Et j'espère bien que cette nuit, vous ne dormirez plus, en sachant que vous êtes entouré d'un monde qui décide que la valeur de votre pension se fait souvent à la millième de seconde. Et apparemment, on vous dit on ne peut plus rien faire, on ne peut plus arrêter cette machine. Autre grand problème qu'apparemment on ne sait pas résoudre, toujours dans le domaine ici de la dérive économique, c'est les paradis fiscaux, l'évasion fiscale. On n'est pas capable. Il y aura toujours, dit-on. Quatrième grand problème, c'est que on les constate, le fonctionnement dit démocratique en fonction de la représentation. Nos ancêtres sont battus, ont perdu leur vie pour qu'on invente une démocratie représentative. Où est la démocratie représentative aujourd'hui? Elle est bafouée, elle est décrédibilisée. En Italie même, il y a eu jusqu'à quelques semaines un gouvernement qui disait que la démocratie représentative a un coût formidable de la politique et qu'il fallait réduire les coûts de la politique. La démocratie représentative, il y avait trop de gens qui représentaient les peuples. Et donc, est-ce que vous avez l'impression de participer en ce moment aux décisions qui affectent notre vie? Est-ce que vous participez aux décisions en matière énergétique? Est-ce que vous participez en matière de production de médicaments? Est-ce que vous participez en manière à laquelle les villes sont construites? Est-ce que vous participez en manière à laquelle on enseigne dans les écoles? Qui décide tout ça? Et on nous dit effectivement qu'on a débilité la démocratie.
Et quand on essaie de faire démocratie participative, il y a tellement d'expériences de par le monde sur la démocratie participative, mais elles ne sont pas généralisables, les expériences innovatrices. Elles restent des niches, des petites niches, des belles choses qu'on met là en vitrine, de temps en temps, on fait une exposition. Et puis, une démocratie à l'heure actuelle, le monde comme il fonctionne, comment est-ce qu'il fonctionne le monde? L'ONU, est-ce que ça sert encore quelque chose? Est-ce qu'il est encore utile? Est-ce qu'on est capable de vivre ensemble? Si vous parlez de démocratie planétaire, les gens vous rient en face. Mais on vous parle des réseaux planétaires. Mais vivre ensemble, de point de vue de l'organisation politique, c'est pas possible. Tous vos photos, même quand vous êtes dans le bain, peuvent devenir planétaires, mais la démocratie pas. Et finalement, l'autre grand problème du monde que pose la question que nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème-là, c'est la valeur. Si vous deviez répondre à vous-même ou nous interroger ensemble ce soir, quelle est la valeur dominante dans notre vie, dont on parle? Kant, ce monsieur-là qui pensait, qui réfléchissait, avait dit un jour que la vie a une valeur absolue, est une valeur absolue. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'avoir un référent qui expliquerait la légitimité de sa vie. Ce n'est pas seulement autoréférentiel, n'est pas autoréférentiel. Elle est endogène, la vie est une valeur absolue en soi, parce qu'elle est. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, nous respectons ça. Quelle est la valeur absolue aujourd'hui? C'est qu'il n'a ni Dieu, ni ceci, ni cela. On y viendra. Donc, face à tout ce que je viens de dire, que je n'ai pas pu analyser en détail, mais c'est un slogan comme ça pour aller vite, parce que les Italiens savent aussi, quand ils parlent, qu'ils doivent s'arrêter à un certain moment. Ils ne peuvent pas parler à l'infini, quoi. Hein? Et donc, les gens s'interrogent, et on s'interroge, mais pourquoi? Et alors, dans cette première phase du chemin, je suis en train maintenant d'essayer de voir quelles sont les raisons qui aujourd'hui sont le plus répandues pour expliquer notre incapacité de résoudre les problèmes que nous avons créés. Il y en a deux. La première, à mon sens, ne tient pas debout, mais elle est très, très, très diffuse dans les esprits des gens. C'est la nature humaine. C'est l'explication qui dit, c'est la nature humaine. Il y a eu toujours des guerres, il y aura toujours des guerres. On ne pourra jamais avoir la paix. C'est dans l'âme des êtres humains. Caïn a tué Abel, c'est tout. L'histoire a commencé là et c'est fini. Ça, c'est l'explication. C'est dans la nature humaine d'être égoïste, c'est dans la nature humaine, c'est dans la nature des hommes, des femmes, de vouloir dominer, d'être puissant, d'être riche, d'être égoïste, d'être les plus forts, les premiers. C'est dans la nature humaine d'être appropriateur. C'est la nature humaine qui explique qu'il y a les inégalités, qu'il y a la pauvreté. Il y a eu toujours des pauvres, il y a des pauvres, il y aura des pauvres. Parce qu'il y a eu l'inégalité, il y a l'inégalité, les gens ne sont pas égaux. C'est beau que nous soyons tous égaux, mais au fait, ce n'est pas vrai. Chacun veut se différencier, chacun considère l'autre, il voit l'autre d'une autre manière. Et combien de fois on le dit, on l'entend. La nature humaine expliquerait notre incapacité. Et au fait, on a l'inclinaison à penser que le mal est plus fort que le bien.
Et cette dichotomie dans laquelle on a mis en prison notre vie, notre manière de voir la vie, qu'il y a le mal et le bien. Encore une fois, aujourd'hui, on est content parce que ça nous montre qu'effectivement, dans la nature humaine, le mal va l'emporter. Or, la faiblesse de tout ça, cette thèse n'est pas bonne, n'est pas vraie, est fausse, est mystificatrice. Mais il suffit un tout petit peu réfléchir. Maintenant, je simplifie, bien entendu. Mais si la guerre était dans la nature humaine, comment vous expliquez que vous êtes des gens amiables, que vous êtes capables d'aimer les autres, que vous aimez, que vous êtes disposés à vous sacrifier, que vous n'êtes pas des héros uniquement quand vous faites des gestes amicaux. Vous ne faites pas des héros uniques quand vous aimez quelqu'un et vous êtes prêt à vous sacrifier pour eux. Pourquoi on fait de la générosité? Pourquoi il y a eu les couloirs des Balkans pour soutenir? Il y avait presque 2000 organisations qui ont essayé d'aider tous ces réfugiés. C'était quoi? C'est pas dans la nature humaine, ça? Alors, la nature humaine n'est pas un facteur discriminant. Expliquer nos mots d'aujourd'hui ne nous permet pas de les comprendre si on utilise la nature humaine. Parce que alors, mais j'ai autre chose aussi. Dans la nature humaine, il y a aussi la bonté, aussi l'amitié, hein, entre toi et moi. Hein. Il y a un pape, Francesco, qui raconte des choses merveilleuses. Non? La nature humaine n'est pas discriminante, n'est pas un facteur qui nous permet d'expliquer ce qui se passe. J'espère que vous êtes en désaccord. Comme ça, on discutera un peu. Hein? Mais la nature humaine n'est pas un argument. Ce sont les théoriciens, les praticiens du mal qui veulent justifier leur propre explication en disant c'est dans la nature humaine. Mais la nature humaine est complexe. Il y a tout dans la nature humaine. Et s'il y a tout, tout n'explique pas tout. Il y a une deuxième thèse qui, au contraire, me paraît beaucoup plus solide du point de vue théorique et pratique. Et c'est la thèse de la complexité. La thèse de la complexité dit que nous avons créé une société de plus en plus articulée, de plus en plus compliquée, de plus en plus interactive, de plus en plus interdépendante dans tous les niveaux et dans tous les temps. Donc, dans toutes les dimensions de la vie, la coordonnée spatiale et la coordonnée temporelle, nous avons créé des relations de plus en plus multiples, variées et interdépendantes. Et la complexité du système fait que on n'arrive plus à pouvoir le changer totalement et radicalement. La thèse de la complexité dit que nous pouvons intervenir dans le système que nous avons créé uniquement localement et provisoirement. Vous pouvez changer l'éclairage dans votre ville, vous pouvez modifier le système énergétique d'un village ou même d'une région. Vous pouvez changer le programme pédagogique dans les écoles de la région d'Aquitaine ou voire même de la France. Mais on ne peut pas changer la société dans sa totalité. Et il y a eu là deux variables qui sont intervenues en donnant une impression et une certaine solidité de thèse, solidité scientifique à cette thèse. C'est la notion d'interdépendance. Pensez les réseaux. Pensez le fait d'aujourd'hui un système d'aviation civile. Aujourd'hui, il y a 155 000 avions qui tournent autour de la planète sans tomber. C'est un système complexe. Et moi, maintenant, quand ce soir je suis arrivé à l'hôtel, systématiquement,
parce que ça c'est une expérience désormais depuis des années, je présente mon passeport. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, your credit card. Non? Parce que c'est ça qui compte. Mon passeport ne dit rien. Ma carte de crédit dit que, éventuellement, je peux payer la nuit. Pas que je suis riche, mais donc, ce qui leur intéresse, c'est que je puisse payer la nuit. Et donc, et pourquoi? Parce que c'est très complexe. Vous imaginez qu'avec le vrai passeport que vous avez aujourd'hui, c'est quoi? C'est la carte de crédit. Demain, je peux aller en Chine et acheter une maison. Ouais. Sans problème. Vous avez la credit card qui dit que vous avez un crédit pour acheter une maison. Vous ne pouvez pas acheter la maison si vous n'avez pas un crédit derrière. Ça, c'est évident. Mais c'est un système très complexe, énormément complexe. Pensez un peu le système automobile. À commencer de l'imaginaire des gens sur l'automobile et terminer avec le pétrole, ou maintenant l'électricité pour l'automobile. Et tous ces milliards de voitures qui circulent, c'est complexe. Et pourquoi on ne change pas l'auto? Parce que c'est complexe. Parce que vous pouvez changer quelque part. Ça, c'est une thèse importante. Si vous pensez après le système financier mondial en tant que tel, pensez un hôpital. Très complexe. Ou un système de santé dans un pays. Et donc, et la technologie, la deuxième variable, l'interdépendance de la technologie est en train de bouleverser complètement notre capacité d'action. En même temps, en la renforçant, notre capacité d'action, et deuxième, en la bloquant. Parce qu'alors, plus le système devient complexe, technologiquement dépendant, plus la vulnérabilité est grande. Et c'est pour cela que les problèmes de sécurité augmentent, et c'est pour cela que les problèmes policiers, militarisés, policiers et autres choses se font de sorte qu'on ne change pas, qu'on ne puisse pas changer. Et bien entendu, derrière tout cela, il y a les intérêts. Où est la faiblesse? Mais donc, il faut prendre en considération la tête de la complexité parce qu'elle conforme à ce qu'on est en train de dire partout, qu'au fond, le changement possible, c'est un changement avec le petit c, changement local. Et d'ailleurs, le système vous dit, le seul changement possible, c'est vous. Vous devez commencer le premier. Si vous ne changez pas, vous-même, il n'y aura pas de changement. C'est une manière de nous emprisonner dans le système. Parce que même si nous changeons tous individuellement, bien souvent, ça ne change strictement rien. Nous, les Italiens, 27 millions, avons voté en 2011 contre une loi qui empêchait que l'eau, les services hydriques, soient gérés par des entreprises publiques. C'était interdit en Italie après la loi de 2007-2008, je n'entre pas dans les détails. Et on avait fait un référendum abrogationnel. Eh bien, 27 millions avaient dit non, des entreprises publiques peuvent gérer les services hydriques. Eh bien, rien ne s'est passé. Donc, beaucoup d'Italiens, individuellement, avaient changé, et ça n'a pas changé. Voilà. Où est la faiblesse de cette deuxième thèse? C'est qu'à un certain moment de l'histoire, on nous dit plus d'interdépendance, plus de technologie, fin de la capacité de changement. Sinon que dans les systèmes existants. Et c'est pour cela que Thatcher et les autres avaient dit « There is no alternative ». Vous vous rappelez Thatcher, Tina? Il n'y a pas d'alternative. Et combien de gens nous avaient dit que l'histoire était terminée parce que désormais les systèmes avaient atteint une capacité maximale de production, d'expansion, et que cette expansion ne pouvait pas être arrêtée. Et combien de fois on a dû essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a des limites à l'expansion. Et non, parce qu'on a dit on n'a pas de limites à la croissance. Et donc le système devra toujours grandir.
Cette thèse, donc, a une faiblesse, qu'elle n'implique plus théoriquement, historiquement et socialement les changements radicaux, les changements avec le C majuscule. Et ça est faux. Alors, permettez-moi maintenant, j'entre dans le deuxième chemin, d'essayer de vous proposer, alors, où est la raison de notre incapacité de résoudre le problème que nous créons? La proposition que je vais soumettre à votre attention est de dire, tout dépend du sens. Notre vie, notre manière de faire est liée au sens que nous donnons aux choses, au sens que nous donnons au temps, au sens que nous donnons à la vie, à l'amitié, à l'amour, à l'argent. Et aujourd'hui, il y a 3 producteurs de sens qui nous empêchent de pouvoir agir en tant qu'être humain au niveau des problèmes mondiaux, donc en tant qu'humanité, pour être capable de résoudre le problème. Donc on est bloqué par 3 forces importantes qui ne nous permettent pas d'être humanité, d'être l'ensemble des êtres humains qui veulent vivre ensemble, pacifiquement, et en bonne relation avec le voisinage, c'est-à-dire la nature, la planète. Donc, attention au sens. Le premier producteur d'essence qui est bloquant, même s'il n'a plus l'influence de jadis, et tous ceux qui sont des producteurs d'essence qui parlent au nom de Dieu. En principe, parler au nom de Dieu devrait nous soutenir. Parler de croyances, des foi, devrait permettre aux êtres humains de se sentir frères et sœurs, fils de même, je sais pas, esprit, Dieu, peu importe, mais de se sentir d'être des êtres humains qui participent et qui font partie de la même histoire de la vie, quoi. Ça n'a jamais été comme ça. Tout le temps qu'on a parlé au nom de Dieu, on a divisé les êtres humains. Et encore aujourd'hui, parler au nom de Dieu, et je ne pense pas seulement ici aux islamistes, terroristes, etc., pensez maintenant à la nouvelle administration américaine. Je parle au nom de Dieu. Il ne faut que parler au nom de Dieu. Trump, le premier. Ils se disent restaurer l'Amérique, c'est restaurer la chrétienté, cette puissance, c'est leur foi. Au nom de Dieu, même si désormais notre vie est beaucoup laïcisée, c'est-à-dire nous ne vivons plus autant selon les calendriers des religions. Et l'influence donc est limitée. Pourtant, encore aujourd'hui, au nom de Dieu, tue. On tue au nom de Dieu. Le gouvernement indien, hindou, persécute les musulmans. En Indonésie, les musulmans persécutent d'autres groupes religieux. Israël, en Amérique latine, toutes les différentes congrégations et chapelles religieuses de toute diversité, etc., sont en lutte localement. Au nom de Dieu, nous nie pas. Au nom de Dieu, ne nous fait pas penser que nous sommes une humanité qui doivent agir dans le respect total de l'intégralité de la vie. On y reviendra. Je vous l'ai dit déjà, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui parle au nom de Dieu de manière qui ne divise pas. Pape Francesco. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui vous parle de Dieu en disant « c'est pas mon Dieu qui est le meilleur que le vôtre ». Il ne le dit pas.
Il ne dit pas, vous devez croire dans le seul Dieu qui est le mien. Il ne dit pas. Et il est presque, hein, parce que je sais que beaucoup d'amis féministes à moi ne sont pas d'accord avec moi, il est presque capable de dire un jour que Dieu est une femme. Comme d'ailleurs Giampaolo I, le premier Jean-Paul I, qui avait dit « Et si Dieu est une femme, a été tué pour ça hein ?» Donc j'espère que Papa Francesco ne le dira pas. Hein? Mais Papa Francesco parle de Dieu dans le sens de cette humanité, de la divinité, de cette divinité de l'humanité qui est la réalité, quoi. Il parle d'amour. On n'a pas besoin de nous parler d'un vieux barbu blond. Il parle d'amitié. Il parle de miséricorde. Qui est une des belles choses que nous pouvons voir avec l'amour. Il parle de quelque chose qui unifie. Mais il n'est pas aimé par son clergé. Son clergé ne l'aime pas. Et aujourd'hui, donc, au nom de Dieu, ne nous permet pas d'avoir la même vision, ou même des visions différentes mais convergentes. On ne fait pas la solution des problèmes au nom de Dieu. Le deuxième producteur d'essence, un peu plus, je ne dis pas difficile à expliquer, mais un peu plus ambigu que au nom de Dieu, et c'est au nom de la nation. Là aussi, il faut dire que parler au nom de la nation était un progrès terrible dans l'histoire humaine. Nous devons à l'idée du nom de la nation, que le pouvoir découle de la nation, que le siège, le lieu, la légitimité du pouvoir vient de la nation, nous devons la sécularisation et la démocratisation de l'État. Avant, c'était au nom de Dieu que les dirigeants parlaient. Et ils parlaient après au nom d'une caste. L'empereur japonais parle encore au nom de la représentation de Dieu sur terre. Avoir parlé au nom de la nation a déplacé l'axe de la légitimité du pouvoir politique, public, de quelque chose externe ou interne inégalitaire à la société humaine, et fait dériver au contraire la légitimité du pouvoir de la société elle-même. Et c'est pour ça que, au nom de la nation, a donné une direction plutôt participative à la conception du pouvoir politique et a créé les institutions de représentation de la nation. Et tous les mouvements de libération nationale des colonies, des empires, a été un progrès. Et c'était au nom de la nation, au droit des nations. Toute nation a droit, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, au nom de la nation, on a commencé à être dominé par des visions et des concepts qui ont détourné la capacité de la nation d'être la base de la légitimité du politique, du pouvoir et la base de la représentation. Quand est-ce que cela est arrivé? Ben, c'est arrivé quand la nation a phagocyté, a mangé, a capturé le peuple. La notion de peuple, parce que la notion de nation était liée au peuple. C'est d'abord le peuple, les Grecs ou les Assyro-Babyloniens ou dans la civilisation hellénistique ne parlaient pas de nation, ils parlaient de peuple, demos. Ce sont les Romains, natio, nascere. On est, nation vient de, on est de la même partie, de la même famille.
c'était d'abord le peuple qui était le vrai dépositaire. D'ailleurs, la Révolution française parle moins de nation que de peuple, parle davantage de peuple. C'est le peuple qui est le vrai. À partir du moment où la nation a ethnisé le peuple, c'est-à-dire a commencé à dire, bon, il y a les peuples différents parce que tu viens d'une autre race, tu viens d'une autre source de famille, d'une autre naissance. La nation a commencé à segmenter. Le peuple est une notion universelle. Le peuple, avec l'exception des Chinois, hein, le peuple était véritablement à la base du mot même démocratie. À partir du moment où on a dit que le peuple était représenté par la nation parce qu'il y avait des peuples différents, de pouvoirs inégaux, de qualités inégales, qui étaient en concurrence, qui étaient en rivalité pour l'accès au territoire, etc., etc., au nom de la nation, on a commencé à diviser les êtres humains, les communautés humaines. Et aujourd'hui, qui parle au nom de la nation est un obstacle profond à la capacité des êtres humains de plus en plus interdépendants, de plus en plus globalisés, d'agir ensemble. Et pour preuve, deux sont les caractéristiques fondamentales au nom de la nation qui deviennent de facto un obstacle, alors que dans le passé furent source de libération. Concept de souveraineté et concept de sécurité. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des programmes véritablement communs, solides, qui seraient possibles? Pourquoi on n'arrive pas à concevoir une vision de la politique de la terre, des usages des ressources naturelles, de l'eau, des océans, des forêts, des plantes? Pourquoi? Parce que de plus en plus, on affirme, on maintient, et même les COP 21 de Paris a maintenu ce concept, de concept de souveraineté des États, nations, sur les ressources sur leur territoire. Et que donc la souveraineté nationale sur les ressources de la planète ne peut être mise qu'au service de l'intérêt, du bien-être, du développement, de la croissance de la nation, de l'économie nationale. Et une vision de résoudre le problème de la dévastation de la planète ensemble se crache, comme diraient les Anglais, devant la barrière de la souveraineté nationale. Et quand vous pensez que la réunion de Paris a été considérée un succès énorme parce que finalement 190 souverainetés ont accepté un principe de dire que il faudrait, donc ils ont mis 21 ans pour faire ça, hein, il faudrait reconnaître, hein, pas agir ensemble, reconnaître que l'atmosphère terrestre ne peut pas augmenter dans sa température à plus de 2 degrés, eh bien, c'est considéré comme un succès énorme. Et puis on a dit cependant, mais chaque État doit affirmer souverainement, individuellement, les objectifs qu'il va poursuivre pour contribuer en souveraineté à empêcher que l'atmosphère terrestre augmente de 2 grades d'ici à 70, excusez-moi le belgicisme, mais j'habite en Belgique. Et donc, la souveraineté n'a pas permis de résoudre le problème écologique et environnemental du monde. C'est la souveraineté. Et pourquoi? Vous verrez bientôt pourquoi aussi. Mais en principe, parce que c'est... Quelle est la fonction fondamentale aujourd'hui de l'État et de la nation? Garantir la croissance économique du pays. Comment un État peut rester légitime en tant que responsable un contributeur de la croissance économique si elle perd la souveraineté sur les ressources?
et donc sur la capacité d'aller s'accaparer souverainement des ressources des autres pays. Et deuxième, la sécurité. Souveraineté, c'est pour la sécurité en approvisionnement, sécurité alimentaire, sécurité agricole, sécurité énergétique. Que c'est après tout des bidons, c'est du bluff la sécurité énergétique nationale. C'est-à-dire que la sécurité énergétique nationale signifie que les nations qui sont plus puissantes peuvent s'assurer de leur sécurité en dévastant, en conquérant, en s'emparant de l'énergie disponible de la planète. Comment vous voulez que sous cette base, on puisse faire un accord de lutte contre le changement climatique? On ne le fera jamais. Tant qu'on garde le principe de souveraineté nationale sur les ressources et de sécurité nationale dans l'usage, l'appropriation et l'innovation technologique, pour augmenter la capacité de la sécurité nationale, pour être en manière de produire encore plus de croissance économique. Dans les livres, j'explique à ce propos que même le développement soutenable a été biaisé, dans le sens qu'en 1987, lorsque la Commission sur le développement soutenable de l'ONU, qui pour la première fois parla du concept de sustainability, et d'ailleurs soutenable en français n'est pas utilisé, c'est durable. Mais non, et eux ils parlèrent de sustainability. Sustainability, l'accord a été fait sur le rapport de Madame Brundtland, parce que le monde de l'entreprise ne voulait pas qu'on parle de soutenabilité. Mais ils ont accepté, parce que dans la déclaration finale de la conférence des Nations Unies sur la soutenabilité de 1987, il fut mis que la soutenabilité ne pouvait être atteinte que grâce à un niveau élevé de croissance économique. Alors que le concept de soutenabilité fut inventé parce que la croissance économique avait porté aux dérives de la dévastation des ressources de la planète. Eh bien, en 87, c'est l'accord qu'on a pu réaliser pour qu'on puisse parler de soutenabilité, c'était de dire que la croissance économique était une condition nécessaire et indispensable pour un développement soutenable. Alors il est clair que les notions de souveraineté nationale, de sécurité, dans une logique où le développement soutenable devient et dépend étroitement du taux de croissance de l'économie nationale, les solutions du problème du monde dans la déforestation est uniquement en fonction de l'intérêt de la sécurité nationale. Et c'est bizarre, hein? Si vous allez regarder le programme affirmé maintenant de Trump, d'une part, il vous parle au nom de Dieu, et en même temps, il vous parle au nom de l'Amérique, au nom de la nation américaine. Ça fait déjà 2 caractères d'un triptyque auquel je vais arriver. Mais c'est pas à ça que je l'ai découvert en venant de Bruxelles. C'est une nouveauté que je vous demande de me payer après les copyright, les royalties, si vous l'accepterez. Au nom de Dieu, mais il y a pire. Le troisième producteur d'essence qui nous empêche de faire face et de résoudre un problème, c'est au nom de l'argent. Petite réflexion commune. Pourriez-vous penser entre vous maintenant à quelque chose qui n'obéit pas au nom de l'argent? À quelque chose, expression de la vie, notre vie. C'est pas moi, la musique, l'art, la photo, le sport, aller voir le Mont Blanc, s'amuser à la maison, inviter des amis à souper, qui n'obéissent pas au nom de l'argent.
Tout aujourd'hui est soumis au nom de l'argent. Tout. Quand Caterpillar récemment a abandonné 3000 et plus ouvriers en Belgique, elle n'était pas en perte. Elle n'était pas en crise de vente. Il y avait un bureau quelque part à Cincinnati en Amérique qui a décidé que toutes les activités de Caterpillar en Belgique qui étaient là depuis 50 ans, fallait les arrêter, aller ailleurs. Parce que c'était plus rentable d'aller ailleurs. Les politiques énergétiques, c'est quoi? C'est le prix du pétrole, c'est le prix du gaz au nom de l'argent. La transition énergétique, c'est quoi? Lorsque la molécule du solaire sera plus rentable que la molécule du pétrole, et bien on abandonnera le pétrole et on mettra la molécule du soleil. Vous croyez qu'on invente des médicaments au nom de la santé des gens? Si vous croyez ça, j'espère de vous décevoir. Vous n'allez pas dormir encore une fois, 2 fois cette nuit, mais c'est comme ça. Et si je vole encore quelques secondes, je voudrais vous raconter une anecdote vraie qui est intervenue avec le président, l'ex-président de la grande compagnie, la numéro 1 au monde, Bayer. Il y a 2 ans, dans une conférence avec Financial Times, l'ex-président de l'époque de Bayer, on lui a demandé « Mais pourquoi vous êtes en lutte à l'heure actuelle avec le gouvernement indien? Et vous accusez le gouvernement indien d'être un voleur, de faire un vol vis-à-vis de vous. Parce que le gouvernement indien avait imposé que l'usage d'un nouveau médicament inventé par Bayer, très efficace dans la lutte contre le cancer au foie et au rein, devait être mis à la vente avec 4100 $. Ça, c'est pour l'année, 400 par mois. Alors que Bayer voulait les mettre à 4100 par mois et 41 000 ou 42 000 $ par an. Or, vous imaginez, 400 $ en Inde, c'est une fortune. Mais il voulait 4 000. Et c'est pour cela que le président de Bayer disait, on nous vole, l'État indien veut nous voler. Et finalement, quelqu'un lui dit, mais en quoi on vous a volé? Un journaliste? Vous gagnez énormément avec ça. Alors il a dit, honnêtement parlant, nous n'avons jamais conçu ni développé ces médicaments pour les Indiens, mais pour les patients occidentaux qui peuvent se les payer. Il a été licencié, hein, parce que les gens de Bayer lui ont dit, c'est ce que nous faisons, mais tu ne pouvais pas le dire. Et donc, et ça, c'est au nom de l'argent. Au nom de l'argent, on liquide des milliers de gens. La brevetabilité du vivant, c'est quoi? La brevetabilité du vivant, introduite par la Cour suprême des États-Unis en 1980, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a autorisé l'appropriation d'une forme de vie, à titre lucratif. Et donc, une entreprise peut mettre un brevet sur n'importe quelle forme de vie. Une molécule, une protéine, une cellule, des gènes, des humains. Et c'est quoi ça? Au-delà de l'organisme génétiquement modifié, c'est qu'un sujet
morale, personne, une personne morale, peut devenir propriétaire de la vie pendant 17 à 25 ans, renouvelable. C'est au nom de l'argent qu'on développera des médicaments, au nom de l'argent qu'on fera des espèces végétales qui disparaîtront, que d'autres espèces, au contraire, seront développées. Au nom de la vie, Kant disait vie, valeur absolue. La vie est au nom de l'argent, paramétrisée à la valeur de l'argent. Et la valeur de l'argent, les prix de l'argent, du capital, est décidé par un système financier, dont 30% est à la millième de seconde. Au nom de l'argent, il est en train de tuer. Au nom de l'argent, il y a 3,6 milliards personnes qui, cumulativement, ont la même richesse monétaire que 62 milliardaires au monde. 62. Ici, vous m'avez fait le plaisir d'être beaucoup plus nombreux que 62. Voilà, ils sont là, les 62, là. Là. 62 personnes. Autant que 3,6 milliards au nom de l'argent. Et on le laisse. On laisse faire au nom de l'argent. La légalisation de l'illégalité criminelle de la finance avec les paradis fiscaux, c'est légalisé. C'est au nom de l'argent. Rien d'autre, ni Dieu, ni la nation, ni l'intelligence, ni l'amitié, ni l'amour peut prévaloir au nom de l'argent. C'est ridicule, le pape François, quand il parle de miséricordia face au nom de l'argent. C'est une nullité. Ça compte rien. Son discours sur la miséricorde est nul, est zéro, au nom de l'argent d'aujourd'hui, à la puissance au nom de l'argent. Est-ce que vous croyez qu'au nom de l'argent, on veut résoudre le problème? Alors regardez, maintenant je vous donne les 3 caractères. Au nom de Dieu, D. Au nom de la nation, N. Au nom de l'argent, A. RDNA. Hein? C'est l'élément génomique global actuel, dont, en ce moment, les États-Unis veulent devenir le champion. Et Trump, c'est pas un fou. Personne ne le considère un fou. On le considérait avant. Mais maintenant, on se rend compte qu'il exprime une force terrible de notre société actuelle au nom de Dieu, au nom de la nation, au nom de l'argent. Il est là, lui, il le représente bien. Et alors, maintenant, je passe à mon troisième chemin. Maintenant que j'ai démontré avec grande satisfaction que nous avons un monde qui crée des problèmes et il n'est pas capable de les résoudre, et que les explications qui ont été données n'ont pas été suffisantes, et que maintenant on a petit à petit identifié les vrais, que fait-on? Il est vrai que ce serait simple pour moi de vous dire, il ne faut plus parler au nom de Dieu, il ne faut plus parler au nom de la nation, il ne faut plus parler au nom de l'argent. C'est facile à dire, hein? Je crois que vous n'êtes pas venu ici pour écouter ces balivernes. Hein? Donc, et moi, j'ai fait un voyage de Bruxelles pour vous raconter un peu du blabla. On n'est pas des blabla-cars, quoi. Hein? On est ici dans une des plus grandes écoles de management, de business, d'administration au monde. C'est sérieux. Donc, mon troisième maintenant chemin, c'est d'essayer d'identifier alors l'enjeu. Au nom de quoi? De qui? Eh bien, la difficulté est énorme parce que, en principe, on devrait parler au nom de l'humanité, mais l'humanité n'existe pas.
Oui, l'humanité existe comme espèce vivante. L'humanité, l'ensemble des êtres humains. Bon. Et on a compris que nous sommes différents de l'ensemble des cochons. Ou de l'ensemble des forêts de pins. Mais l'humanité, en tant que capacité sujet d'action, n'existe pas. Et personne, jusqu'à présent, n'a reconnu l'humanité comme sujet juridique et politique. Il y a l'État-nation. L'ONU est l'organisation des Nations Unies, c'est-à-dire des États-nations. C'est pour cela que l'ONU ne peut pas parler au nom de l'humanité. Parce que si un État ne veut pas, je ne parle pas, si c'est la France qui ne veut pas tous ces blocs aux Nations Unies, je parle de la Belgique. S'il dit non, ben, les Nations Unies ne fonctionnent pas. On ne peut pas faire quelque chose contre. Surtout au niveau du Conseil de sécurité. Donc, où est l'humanité? Et c'est là qu'il faut, de là il faut commencer. Sommes-nous capables de penser que c'est possible de passer du stade de la conscience que nous sommes une espèce vivante différente des autres espèces vivantes à la conscience que nous sommes une communauté d'êtres humains capables d'avoir des visions, des désirs, des objectifs et des moyens communs et que nous sommes capables de les réaliser. Est-ce que c'est possible, ça? L'objectif de ma recherche, de mes réflexions au nom de l'humanité, a été celui-là. Est-il possible de passer de l'humanité espèce vivante à l'humanité communauté humaine à l'échelle planétaire? Et c'est pour ça que maintenant je peux vous dire que pour l'instant, au nom de Dieu, au nom de la nation et au nom de l'argent, ne nous permettent pas de faire cela. Et cela me permet de vous dire que ce que je vais maintenant vous proposer, ce ne sera pas fait en 5 ans. Ce ne sera pas fait en 20 ans. Comme justement la formation des démocraties, il a fallu des siècles. Comme la formation des États, il a fallu parfois des décennies, des siècles. Ben, il faut s'insérer et s'inscrire dans une perspective temporelle assez longue, en espérant que l'accélération de l'histoire qui nous est permise par la technologie et par la rapidité des interdépendances et interactions réduise cette longueur temporelle à une longueur temporelle plus raisonnable. Donc je suis optimiste du point de vue que je dis, s'il y a accélération de l'histoire, ça peut nous aider. Au fait, nous sommes confrontés à un gros problème. Nous sommes des générations, on a 3 générations ici présentes, nous sommes des générations qui ont l'obligation de construire l'humanité. Ne pensez pas que l'humanité est déjà faite, hein, comme un livre, hein, ou un sac à torte, c'est bon la sac à torte, bonne la sac à torte, un gâteau fantastique, non. On va construire ce gâteau. Alors, ma proposition est de dire, est-il possible de mettre en mouvement des dynamiques, parce que ce n'est pas à un niveau de 100 personnes, au niveau ça, c'est au niveau des millions de milliards de personnes qui doivent construire l'humanité. Il n'y a pas un centre moteur. Un centre d'où est née la nation. On ne pourra pas, les historiens de demain ne pourront pas dire c'est l'humanité est née là, quoi. Hein, comme on dit, les Capétiens ont créé la France, etc. Non. Et donc, construire l'humanité devient une tentative de réponse à la capacité, de nous donner la capacité de répondre aux problèmes et les résoudre dans les années à venir.
construire une humanité, mais quelle humanité? Alors là, dans les livres, j'essaye de dire, nous avons une petite chance. Dans le sens que nous, l'humanité, nous avons compris deux choses. Non seulement, effectivement, que nous sommes différents des autres espèces et nous faisons partie d'une espèce vivante de plus en plus connectée, liée, interdépendante, complexe, etc. Mais nous avons compris que nous faisons partie de l'histoire de la vie, de toutes les espèces vivantes. Nous ne sommes pas tombés du ciel. L'humanité est née avec le cheval et avec l'espèce végétale. Nous faisons partie de l'histoire de la construction du vivant à travers les millénaires. Et ce qui est intéressant, encourageant, de plus en plus nous avons pris conscience que si nous sommes uniques par rapport aux autres espèces, et que nous sommes une espèce vivante assez intéressante, c'est parce que nous avons compris que nous sommes responsables de la vie de toutes les espèces, parce que nous sommes la seule espèce vivante qui est capable de détruire la vie sur la planète. Les autres espèces, non. L'espèce de bactéries non plus, parce que ils sont contradictoires. Les bactères, ils peuvent détruire tout. Mais la loi de la vie, pour l'instant, les scientifiques disent que tout peut mourir, il y aura toujours les bactéries qui gagneront. Donc les bactéries peuvent détruire tout, sauf elles-mêmes. En revanche, nous pouvons les détruire et nous aussi mourir. Et nous sommes responsables. Les bactéries ne sont pas responsables. C'est là la responsabilité universelle de l'humanité. C'est là que nous avons pris, ça c'est positif dans notre histoire actuelle, nous avons pris la conscience que nous sommes responsables désormais de la totalité de la vie sur la planète. Que nous pouvons détruire la planète comme nous pouvons faire en sorte que le principe de la vie, qui est le principe de régénération, puisse continuer. Mais nous pouvons arrêter le principe de régénération. Pourquoi il y a un problème écologique ou d'écologie intégrale, comme dit aussi Pape François? C'est parce que cette année, c'est-à-dire l'année 2016, nous avons, grâce à l'indicateur de l'empreinte écologique, nous avons pu mesurer que le 26 août de 2016, nous avions déjà consommé tout le capital biotique renouvelable de terre ou d'eau annuel. Vous savez, c'est comme votre argent. La terre est comme votre argent. Vous avez un capital fixe, un capital variable et renouvelable. Or, nous vivons surtout sur le capital renouvelable. Eh bien, le capital renouvelable, celui de terre et d'eau, annuel, bien, il y avait 50 ans, on ne parvenait pas à le consommer dans sa entièreté. Eh bien, aujourd'hui, on a déjà consommé tout le capital biotique à 8 mois de l'année. Et donc, nous sommes en train, pour les 4 mois restants, de vivre sur le capital fixe, patrimoine. Qu'est-ce qu'il arrive à votre patrimoine si après que vous avez tout consommé, votre capital renouvelable, vous allez épuiser petit à petit votre capital fixe, votre patrimoine? Quand on dit « Ah, il a détruit le patrimoine de la famille qu'on avait accumulé pendant 20 ans », ben, on est en train de le faire. Et c'est ça que nous sommes devenus conscients. Et donc, nous avons la chance, puisque nous avons la conscience, de faire le passage. De faire le passage de la perception que nous sommes une espèce vivante, différente, à la conscience que nous sommes une espèce qui a la responsabilité de la vie sur la planète. Et c'est ça, c'est construire l'humanité. Et donc,
c'est pas dans les têtes seulement. C'est pas dans les discours moraux. C'est pas dans les bonnes intentions seulement qu'on parle de construire l'humanité. Construire l'humanité, c'est de dire comment concrétiser la conscience que nous avons acquise d'être responsable de la planète et de la vie de toutes les autres espèces. Et je peux vous dire que là aussi j'ai compris une chose, parce que n'étant pas francophone, je me disais, mais pourquoi les Français disent toujours, les francophones disent toujours que tout est bon dans les cochons? Eh bien, la réponse à laquelle je suis parvenu, c'est que nous partageons 81% de nos gènes avec les cochons. C'est la même vie. On n'aurait pu jamais dire que tout est mal dans les cochons, on aurait dû admettre que tout est mal chez nous. Mais je vous avais démontré que les théories sur les mal ne tiennent pas debout. Donc, c'est cette responsabilité qui est importante. Donc, que faut-il faire dans le processus de la construction de l'humanité en termes de donner à la conscience que nous avons les moyens de concrétisation de cette conscience? La thèse, la proposition dans le livre est de dire faisons un pacte de l'humanité. Parce que tout ce qui arrive dans les sociétés est toujours le résultat des pactes entre les êtres humains. Pacte imposé ou pacte participé. Mais il y a toujours un pacte social. Il ne faut pas recourir à Rousseau pour reparler du contrat social. Tout est fondé sur l'essence et les pactes et les contrats. Les pactes de l'humanité devraient partir donc du principe de la responsabilité. Et il y a moyen. Parce que nous savons pertinemment quels sont les processus de destruction de la capacité régénératrice du capital biotique de la planète. Nous savons pertinemment quels sont les processus sociaux, humains, par exemple la destruction d'une communauté humaine. Quand on détruit une communauté humaine, on le sait, on connaît. Et par exemple, on connaît pertinemment qu'une communauté humaine n'existe plus à partir du moment où la partie dominante ou l'ensemble des membres de cette communauté pense que les membres de la communauté, en tant qu'êtres humains, ne sont pas tous égaux par rapport aux droits. Dès qu'on introduit les concepts d'inégalité entre les êtres humains par rapport aux droits universels, à la vie, bien on a détruit, on a mis en mouvement une dynamique de destruction de la communauté. On le sait. Et l'exemple de la régression aujourd'hui de la construction européenne, c'est que jadis, on était parti plus de guerre entre la France et l'Allemagne pour construire l'Union européenne, et aujourd'hui, on dit beaucoup de guerre entre nous, quoi. On fait les barrières, on fait les murs. On dit non, toi non. Toi, tu n'es pas comme moi. Tu es inégal. Et à partir du principe de l'inégalité entre les êtres humains par rapport aux droits, pas l'inégalité, c'est-à-dire la différence entre hommes et femmes, on est différents, bien sûr, mais on est égaux. Entre hommes et femmes, on est différents, mais on est égaux par rapport aux droits, non? On est différent entre moi de race blanche et l'autre de race jaune ou noire, mais on a tous les mêmes droits. On est égaux. Le noir, le blanc, le bleu, on est égaux face aux droits universels. Donc, construire l'humanité, avoir un impact, par rapport à quelle priorité? Et dans les livres, je me permets de donner 4 priorités. Bien entendu, ce sont des réflexions d'un chercheur. Tu m'avais appelé militant, et j'assume. Hein. Certains disent ici en France, et attention à ceux qui disent j'assume, hein, parce qu'ils sont très dangereux. Donc, il y a des priorités,
Et puisque je suis en train de parler trop, mais je vais aller vite, donc pour me rappeler, je vous propose les 4 priorités, c'est de réinventer la valeur contre la marchandisation de la vie au nom de l'argent, contre la privatisation de la vie, contre la technologisation de la vie. Donner la valeur de vivre ensemble. Et donc contre l'idéologie de la compétitivité, c'était le premier groupe de Lisbonne qu'on avait fait. Deuxième priorité, agir avec sagesse. Eh oui, sagesse. Au nom de Dieu, au nom de la nation, au nom de l'argent, ils ne sont pas sages. Du moins, ils ne montrent pas de l'être. Et il faut avoir un respect. La sagesse signifie respecter. Respecter la nature, respecter l'autre qui est différent de moi. Respecter ce qui est considéré inutile. Il faudrait faire des cours aux écoles de business administration sur l'utilité de l'inutile. Hein? C'est extraordinaire. Quand les thèses dominantes sur l'inutile est extraordinaire. Des choses qui sont les soleils de la vie pour certaines personnes, n'ayant pas une valeur d'argent, sont inutiles, quoi. 52% de jeunes de la Méditerranée, 52, de la Méditerranée, n'ont pas de travail, n'ont jamais eu de travail, leurs parents n'ont pas eu de travail, ils n'auront pas de travail, ces jeunes sont inutiles. Et ils n'ont pas de travail parce qu'ils sont inutiles. Ils ne sont pas productifs. Ils ne produisent pas de l'argent. Il ne faut pas gagner. Ils n'augmentent pas la richesse monétaire en circulation dans les marchés financiers. C'est inutile. Donc agir avec sagesse. Construire la citoyenneté universelle plurielle. Pourquoi je suis citoyen universel avec ma carte de crédit? Qu'est-ce que j'ai, moi, de plus de tous ces milliards de gens qui n'ont pas la carte de crédit? Au nom de l'argent. Et finalement, réaliser la démocratie planétaire. Et donc, essayer de trouver les institutions qui permettent à l'humanité de s'exprimer, d'où la proposition que le premier pas devrait être de reconnaître en tant que sujet juridique et politique l'humanité. Ceci dit, c'est très beau tout ça, mais on reste, même si vous êtes d'accord, on reste sur une grosse difficulté. Comment réinventer la valeur? Comment construire la citoyenneté universelle plurielle? Comment agir avec sagesse? Et c'est pour cela que j'ai conclu le livre, et ça c'est ma 4e chemin. Je crois que je n'ai pas abusé trop de votre patience. Ben, la réponse est, le comment, c'est l'audace. L'audace mondiale. Il faut être audacieux. Il ne faut pas faire des compromis. Il ne faut pas accepter que l'inévitabilité de ces choses-là. Et les 3 audaces que je me permets de vous suggérer, primo, c'est bannir la guerre. Je vois que vous réagissez très très bien, en me regardant avec des yeux un peu là, suspendus dans le néant. Vous ne croyez pas qu'on puisse bannir la guerre, n'est-ce pas? Que c'est difficile. Mais l'argument que je voudrais soumettre à votre attention sur pourquoi il faut bannir la guerre, parce qu'elle ne nous permet pas d'être responsables. Parce que la guerre est l'instrument que les dominants utilisent lorsqu'ils constatent qu'ils ne sont pas capables de résoudre le problème.
Vous avez la guerre uniquement quand le dominant, le patron, le seigneur du village de 1200, faisait la guerre quand il était plus capable de vivre avec à côté de son voisin. Oh, il avait créé des problèmes, il faisait la guerre. Et encore aujourd'hui, Bush, Blair, etc. ont envahi l'Irak. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de résoudre les problèmes avec l'Irak. Alors, puisqu'ils étaient les plus forts, ils ont inventé qu'ils étaient les pays de production d'armes de destruction totale, etc. Toutes des faussetés, des mensonges, et ils ont envahi l'Irak. Et on se trouve, après 20 ans, dans la situation. Pourquoi Sarkozy a envahi la Libye? Parce qu'il ne savait pas résoudre ses problèmes internes. Et il a décidé de bombarder la Libye. Oh, ce n'est pas si simple, mais enfin, il l'a fait. C'est Sarkozy qui a bombardé la Libye. Qu'est-ce qui reste maintenant à la Libye? Donc, la guerre ne résout jamais à rien. N'a jamais rien résolu la guerre. Et une proposition précise aux personnes qui sont comme moi, grand-père ou grand-mère, d'action concrète, on peut bannir la guerre. Commençons, nous les grands-parents, une fois par semaine, à raconter à nos petits-enfants que la guerre ne résout rien. Point. Permettez-moi la provocation. Combien de fois vous l'avez fait? Combien de fois vous avez déploré devant vos enfants que la guerre était mauvaise et que vous avez dit à vos enfants, vous ne devez pas faire la guerre? C'est possible, on peut le faire. J'espère que dans 6 mois, on fera une nouvelle conférence, on vérifiera si vous avez maintenu vos promesses. Hein? Et surtout, l'argument bannir la guerre, c'est qu'aujourd'hui, la guerre tue toujours. Mais l'objectif de la guerre n'est pas de tuer les gens. L'objectif de la guerre, c'est d'alimenter des produits à haut rendement financier. La seule raison de la guerre aujourd'hui, c'est que les outils sont des produits à haut rendement financier. Ça rapporte beaucoup d'argent, le Rafale. Ça rapporte beaucoup d'argent, un drone. Ça rapporte beaucoup d'argent, un canon, un char blindé. Tous ces militaires remplis comme des monstres d'équipements militaires, ça porte beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les Français, je les adore. Mais si on éliminait la guerre, vous seriez une économie faible, pauvre, vous ne serez plus rien. Il faut bannir la guerre parce que la guerre, aujourd'hui, est un secteur de production de produits à haut rendement financier. Comme pour le président de Bayer, les médicaments n'étaient pas d'instruments de soigner la santé des gens, les médicaments contre le cancer sont des produits à haut rendement financier. Et au nom de l'argent. La guerre est faite pour maintenir une grande production de produits et services très rentables. Tuer, c'est par hasard, maintenant. Deuxième audace, alors je vais plus rapidement. Deuxième audace, c'est déclarer illégale la pauvreté, c'est-à-dire l'appauvrissement. Comme la guerre est un produit de la société, la pauvreté est un produit de la société. La pauvreté ne descend pas du ciel. La pauvreté est une construction sociale des sociétés. Ce sont les sociétés injustes qui créent l'appauvrissement. La pauvreté n'existe pas. Ce qui existe est un processus d'appauvrissement qui crée des processus d'inégalisation croissante dans la capacité de s'accaparer la partie plus grande de la richesse produite
matériel ou immatériel. La pauvreté est construite. Et puisqu'il y a des facteurs, il y a les fabriques de la pauvreté, on peut déclarer les facteurs structurels générateurs de processus d'appauvrissement hors la loi. Un simple fait auquel j'ai déjà fait référence par l'existence des paradis fiscaux est un parmi les dizaines et dizaines de facteurs structurels d'appauvrissement des gens. Parce que l'existence des paradis fiscaux avec l'évasion fiscale, avec les produits dérivés, avec la finance algorithme, etc., fait que une partie des populations bénéficiaires de ces 4 facteurs que mentionnés s'accapare de 80% de la richesse produite. Et donc, il crée l'inégalité. Donc, la pauvreté, on peut l'éliminer. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas arrêter les processus d'appauvrissement dans le monde. Et troisième, alors, audace, qui n'a pas la même valeur de principe comme les 2 premiers, mais qui est plutôt au niveau de l'instrumentation, c'est défaire complètement le système financier actuel. Le système financier actuel se définit lui-même volatile, aléatoire, spéculatif, hors temps humain, compétitif, excluant, non démocratique. Pourquoi voulons-nous maintenir un système fondé par ces 7 caractéristiques? C'est incroyable. Nous donnons l'impression d'être des êtres humains qui, tout en étant conscients, ils s'autoproclament incapables de se comporter avec sagesse. Voilà, je crois que je m'arrêterai là. La troisième audace, bien entendu, est une troisième raison de plus pour que vous ne dormiez pas cette nuit. Et au fait, je suis venu exprès ici pour vous empêcher de dormir au moins cette nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon débat. Je suppose que vous avez toutes sortes de questions. Qui veut poser une première question? On est un petit peu en retard, mais on va prendre le temps. Voilà là-bas. Déjà endormi, non pas encore. Monsieur d'abord, madame. Oui, madame. Dis, tu ne dois pas faire gymnastique. Ah, pardon. Voilà, madame. Bonjour monsieur, merci pour cette conférence extrêmement Vous entendez là Si vous pouvez parler un peu plus fort parce que... plus fort, comme ça. Voilà. Voilà. Merci parce que Bonne je suis soirée un peu sourd. à tous. Ma question à moi, elle est sur le dernier point. Donc, défaire le système financier actuel. Alors, comment? Oui, c'est les comment sur les comment. C'est les comment sur les comment. Alors, il est évident, on peut répondre une comme ça rapidement? Oui, on peut en prendre une autre. On peut prendre d'autres questions? Et pendant que j'en prends une autre, tu peux répondre. 2 autres là-bas, alors. Ouais. Bonsoir monsieur. Donc moi ma question, Bonsoir. Effectivement, avec vos réflexions, on s'aperçoit que les valeurs d'aujourd'hui économiques ne correspondent plus, vont pas correspondre effectivement à l'humanité, voilà. Donc il faut redéfinir les valeurs, par exemple, de notre nature, les lacs, les rivières, les glaciers. Là, c'est une réflexion, quelle valeur? Parce que ça ne sera pas une valeur financière. Et
on peut dire, par exemple, tout le système social, les gens qui sont bénévoles, etc., qui participent, il y aurait aussi une valeur puisqu'elle existe. Donc c'est vraiment tout notre modèle qu'il faut redéfinir. Et là, effectivement, ça ne va pas prendre 5 ans. Et je suis un peu inquiète par les avancées technologiques aussi, par l'intelligence artificielle, etc., puisque ça va aussi... Et donc, quelle est votre Voilà, idée alors? donc ça va aussi, au niveau de nos sociétés, changer fondamentalement les métiers, etc. Donc il y a fort à faire et fort à penser, et s'il faut faire vite aussi, il va falloir beaucoup de bras et de pensées pour parvenir à l'humanité de... D'accord. Voilà. Ok. Vous prenez l'objet et après on va demander à Ricardo de répondre. Oui, j'ai apprécié votre intervention, mais ce qui me gêne, c'est que c'est l'axiome de départ que vous semblez avoir, à savoir que l'homme est bon. J'en doute beaucoup. Il y a quand même quelqu'un qui a déjà essayé de supprimer la religion, Ouais. qui a supprimé le peuple, enfin les nations, et qui a voulu supprimer l'argent. C'est quand même Lénine. Bon, Ricardo, je te laisse répondre. Hein. Beaucoup, c'est bien. Ah, voilà, ça va. Alors, pour ce qui concerne le premier comment, il y a des choses qui peuvent être faites à un niveau des petites communautés et pour commencer le processus de démolition du système financier actuel par les caractéristiques qu'on avait définies, que vous trouverez mieux détaillées dans les livres, en commençant par reconstruire les processus de financiarisation participative à finalité communautaire, et par exemple tous les mouvements qu'aujourd'hui essayent de développer une nouvelle finance coopérative, mutualistique, des coopératives qui soient vraiment des coopératives, avec des monnaies locales, avec des activités qui ne sont pas nécessairement monétarisées si on viendra à la question de la valeur, existent, il faut les multiplier, les appuyer, les soutenir. C'est, disons, redonner force ou inventer la force à un système financier dont la finalité est le bien-être collectif d'une communauté humaine et pas l'exploitation par certains des membres des autres membres et de leur capacité de produire de la richesse. Aujourd'hui, vous n'avez plus des coopératives ou des caisses d'épargne comme existait dans le passé. Et on avait constaté que les caisses d'épargne, commençant au XIXe siècle, avaient permis les caisses d'épargne de partager la richesse produite, qu'organiser l'épargne de manière à permettre la satisfaction des biens de base et des biens d'intérêt collectif. Elles ont disparu. Pourquoi? Parce que justement, on ne permettait pas une rentabilité la plus élevée immédiate des coopérateurs le plus forts. J'ai eu la chance d'être ami des dirigeants des caisses de jardin au Québec. Et la caisse des jardins au Québec était une caisse de la famille du peuple québécois. Aucun Québécois ne faisait pas partie des caisses de jardin, dès la naissance pratiquement. Et je me rappelle bien les moments quand il y a eu le passage de la crise. Le territoire de l'époque expliquait qu'ils ont été menacés par les coopérants riches, les plus forts des caisses de jardin, qu'ils auraient abandonné les capitales des caisses de jardin pour aller chez les Américains si la rentabilité de leur avoir dans les caisses restait dans l'esprit coopératif. Et c'est ce qui s'est passé. La caisse de jardin a cessé d'être la caisse de jardin de jadis, est devenue une caisse capitalistique
agissant à travers le monde comme les autres. Donc il y a moyen. Autre chose qu'on peut faire en ce qui concerne, et je viendrai aussi à la deuxième, sont liés un peu, qu'on peut faire du point de vue financier, est la révolte populaire, l'engagement personnel. Pourquoi nous acceptons comme citoyens qu'il y a les paradis fiscaux? La première question est de dire parce que nous avons tous pas mal de petites choses peut-être à les paradis fiscaux. Ce qui fait qu'on n'est pas prêt à éliminer quelque chose dont nous bénéficions. Mais on peut, du point de vue social, politique, faire une forte mobilisation de dire les paradis fiscaux, c'est une légalisation de l'illégalité. Nous, citoyens, nous n'acceptons pas cela. C'est-à-dire, je viens à conclusion donc de ces premières questions, l'essentiel est la volonté de participer des gens au changement. S'il n'y a pas cette volonté, vous pouvez avoir des millions d'Henri-Claude Bettini et des millions de Petrella, ça ne changera rien. Donc c'est ça qu'il faut accepter, la conséquence de la responsabilité que nous avons, dont on a pris conscience. Pour ce qui concerne la redéfinition des valeurs, etc., dire pourquoi, par rapport à quoi, remplacer par quoi, moi je dirais que il faudrait reconstituer à n'importe quel moment le sens et la valeur de la vie. La vie doit être le principe reconstitutif du processus de la prise de responsabilité de l'humanité à l'échelle planétaire. Et il y a deux directions dans lesquelles il faut aller. Primo, redonner valeur aux choses qui garantissent et favorisent la concrétisation des droits humains universels. La bataille pour l'eau va dans ce sens. On ne peut pas accepter qu'à l'heure actuelle, il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau et qui n'ont pas accès donc au droit à la vie. Redonner valeur à la vie signifie que nous, bien entendu, vous en France, vous avez un peu de difficulté parce que elle a été marchandisée, privatisée, l'eau grâce à toutes ces entreprises, l'État a permis, même si eux ils disent qu'ils ne privatisent pas l'eau, mais privatisent un service public selon la délégation de services, etc. Mais nous savons bien que, pour ne pas les mentionner, donc ces entreprises, Suez, Vivendi, Veolia, etc., font du profit énorme à partir de l'eau. Ils font du profit énorme sur la vie. Parce qu'il dit, oui, Dieu reconnaît les droits. Combien de fois ils m'ont dit, j'ai eu des débats avec eux dans le passé, même au top niveau, et ils me disaient, Petrella, mais tu sais, Dieu a donné le droit à la vie, mais il a oublié de mettre les tuyaux. Et c'est nous qui mettons les tuyaux. Et alors, c'est nous qui devons faire payer. Donc, c'est les services, l'eau du prix descend de la nature, c'est vrai, mais après, il faut la potabilisation, il faut le traitement des eaux, et c'est nous qui le faisons, donc tu dois nous payer. Donc, revaloriser la vie par rapport aux droits. Toute chose qui ne permet pas de concrétiser universellement les droits à la vie pour tous, eh bien, ce n'est pas bon. On peut changer, on doit les changer. Le deuxième critère de reconstruction, c'est alors la sauvegarde de tous les biens naturels ou non naturels qui sont essentiels à la vie et qui sont communs et qui sont de responsabilité de la collectivité humaine. Donc, ce sont les biens communs. Donc, à valeur, si vous faites un investissement dans une forêt, à valeur l'investissement qui permet que la forêt se régénère et pas que la forêt soit remplacée. À quelque chose de bon dans l'école, si l'école n'enseigne pas à devenir compétitive, si l'école n'est pas un instrument de sélection des meilleurs pour permettre que les meilleurs deviennent les ressources humaines
dont les besoins, dont les entreprises nationales ont besoin pour leur compétitivité sur le plan international pour éliminer les autres entreprises et les autres ressources humaines. Ce n'est pas bon, ça. Il faut que la régénération des générations et donc l'éducation doit maintenir l'essence de la communauté. L'éducation ne veut pas se faire en disant la communauté n'existe pas, ou existe uniquement l'intérêt général de la nation qui est supérieur à tout. Donc voilà des deux critères de référence sur lesquels rebâtir le processus de création de la valeur. Ensuite, pour ce qui concerne la stalinisation de ma position, c'est bien, si j'ai bien compris, c'était ça, non? Oui, vous avez dit que Lénine, si on prenait le programme Lénine, de Staline, voilà, etc. voilà. Ah, je vous rappelle que cette année est le centenaire de la révolution bolchevique, si vous ne le saviez pas. Peut-être monsieur le savait. Donc, alors, pour ce qui concerne, je ne vois pas de relation à quoi le fait que Staline, pas Lénine, bon, Staline a voulu effectivement éliminer la paysannerie individuelle, la paysannerie ancienne par la collectivisation, n'a pas voulu éliminer l'argent, c'était le rouble. Et puis, il n'a pas voulu éliminer, qu'est-ce que vous avez dit, qu'il avait éliminé à l'argent, non. Non, il a voulu construire un autre système. Hein? Et un autre système qui était criminel, parce qu'il était l'expression uniquement d'un pouvoir du parti communiste à l'époque, qui était devenu pire que l'empereur, pire que la... En revanche, la révolution bolchevique, c'était une révolution qui a essayé, comme la révolution française, d'éliminer le tsarisme. Comme la révolution française avait éliminé la royauté ou les rois. Le tsarisme, vous vous rendez compte ce qu'était le tsarisme? C'était pas comme Marie-Antoinette qui disait ils veulent le pain, mais qu'il a acheté les croissants, quoi, non? Hein? Le tsarisme, c'est pire, ils veulent du pain qui crève. Le tsarisme, c'était ça. Et se battre contre le tsarisme, si j'étais à l'époque, ben je serais avec eux pour me battre contre le tsarisme. Le reste, c'est tout une autre utilisation. La révolution russe est née par le désir de changer une société qui était féodale, inégalitaire, ignorante, qui était contre les droits humains. Ça n'a pas donné les résultats, selon vous, les résultats, et pour moi aussi, ça n'a pas donné les résultats, mais il ne faut pas, il y a une belle expression dans votre langue, il dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, non? Non. L'eau de bain est sale, parce que vous l'avez salie si vous faites les bains. Quand vous êtes entré dans les bains, elle était propre, elle était belle, agréable. La réflexion, c'était de dire, est-ce que vous n'oubliez pas de prendre en compte la nature humaine dans vos réflexions qui sont intéressantes? Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que vous ne prenez pas en compte la nature humaine, et pour moi, la nature humaine n'est pas bonne foncièrement. Lénine a eu certainement des parties sur de bonne nature, mais ça a été dénaturé par l'homme. Et c'est ce qui me gêne. Tout à fait. Permettez-moi alors de dire, oui, non, vous avez raison, mais permettez-moi de dire que la manière par laquelle s'expriment les idées, les comportements, les émotions des êtres humains n'est pas donnée pour toujours. C'est ça, le fait que la nature humaine n'existe pas en tant que telle. C'est que la concrétisation, les formes que prend une société qui devient violente et une société qui devient pacifique, c'est dans la nature. On pourrait dire que c'est la nature humaine, fait partie. Mais c'est différent. Il n'y a pas une concrétisation inévitable, linéaire, de la nature humaine. Vous-même, dans votre vie, vous pouvez être pendant une certaine période très amical, très cordial, et une autre fois très égoïste, etc. Donc, c'est vous, c'est vrai que c'est dans votre spécifique, votre univers unique, mais ça prend des formes différentes. Ce n'est pas dans votre nature.
Ça prend parce que vous avez 20 ans et l'autre vous avez 50 ans, parce que vous habitez en France plutôt qu'en Abyssine ou en Éthiopie, parce que vous êtes mâle plutôt qu'être femme, etc., etc. Donc la nature humaine, ce qu'on appelle la nature humaine, en absolu n'existe pas. Ce sont tous des comportements, des situations, des actes qui, du point de vue concret, sont affectés par la société. Si vous naissez dans une société islamiste ou musulmane, vous serez musulman plutôt qu'autre. La probabilité que moi, je devienne chrétien était élevée, puisque je suis né dans une société. Alors, ce n'est pas naturel. Bien entendu, les chrétiens ont toujours dit naturaliter Christianus, non? Qu'on serait chrétien par nature. Mais c'était un abus historique, etc. Donc, c'est ça. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de comportement violent. Mais je dis que la violence est structurée de manière différente. Et que la violence aujourd'hui des États-Unis est plus forte que la violence du Danemark. Non, pensez, les États-Unis ont 1002 bases militaires de par le monde. 1000. Le Danemark n'a aucune base militaire. On peut imaginer, théoriquement, que les États-Unis sont plus portés que les Danois à faire la guerre. Pas parce que c'est dans la nature humaine des Américains. On ne peut pas dire que les Américains sont plus amis de la guerre que les Français ou que les Italiens. Peut-on aujourd'hui dire que les Chinois sont plus belligérants que les Allemands nazis? Et peut-on dire que les Allemands sont par nature des belligérants et des nazis? Non, ce n'est pas dans la nature humaine des Allemands. Comme ce n'était pas dans la nature humaine des Suédois d'être pacifistes ou des Norvégiens. La Suède, jusqu'à 1700, était une des puissantes conquérantes destructrices la plus forte qui existait en Europe. Elle est devenue pacifique parce qu'ils sont changés, point, c'est tout. Et ça fait 400 ans que la Suède ne fait plus guerre à personne. En revanche, la France a fait la guerre à tout le monde encore. Voilà. Bon, on pourrait continuer, mais je ne vais pas. Non, si vous avez une question, je suggère que vous veniez voir le Dr Petrella. C'est pas une question, c'est pour que tout le monde puisse peut-être dormir. Je me demandais juste si il n'y a pas un embryon de quelque chose qui existe aujourd'hui avec le tribunal pénal international. Est-ce que je vais pouvoir dormir si ça s'améliore un peu ou se développe? Donc, alors, effectivement, une des variables qui peut permettre la traduction concrète de la prise de conscience qu'on est responsable est la jurisprudence. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'État-nation a encapsulé de manière absolue la souveraineté de la jurisprudence. C'est pour cela que quand des tribunaux internationaux intergouvernementaux sont créés, ben, signifie que l'État dépossède ou transfère un tout petit peu sa souveraineté juridique et de punition et de sanctions à d'autres institutions. Ce qui est intéressant ces dernières années, qu'on n'attend plus que les États se mettent d'accord pour faire un tribunal, etc. Mais le peuple, la population mondiale, a créé ses propres tribunaux. Le tribunal international des crimes contre l'humanité, c'est né spontanément. Et encore aujourd'hui, c'est un tribunal qui n'est pas nécessairement reconnu par les États. D'ailleurs, les États qui interviennent et qui appuient, ils ne permettent pas à ce tribunal d'avoir la capacité de dire au nom de l'humanité. Ils disent au nom des États signataires de la Convention. Donc, ils récupèrent, ils maintiennent toujours. Les tribunaux pour l'environnement. Pourquoi on ne parvient pas encore aujourd'hui à avoir un tribunal de l'environnement des crimes, même si ça commence? Et encore récemment, à la COP de Paris, on a refusé. Le gouvernement français qui proclame qu'il est un grand cas, il a refusé la création d'un tribunal, d'une agence sur l'environnement. Vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a le PNU,
le programme des Nations Unies sur l'environnement. Ça fait 30 ans que la population mondiale, la conscience mondiale, est en train de dire, mais faisons une agence de l'environnement avec 3 pouvoirs, 3 compétences. Compétences législatives, compétences judiciaires, compétences exécutives. Les États ont toujours refusé. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais voulu accepter la transformation du PNUD à une agence de l'ONU, qui malgré tout reste faible. Alors que le peuple, depuis des années, demande la création d'un tribunal du peuple sur l'environnement. Personnellement, je suis en train de me battre aussi pour le tribunal international sur l'eau. Pourquoi ne faisons pas une autorité de jurisprudence en matière de l'eau? Aujourd'hui, quand il y a des conflits sur l'eau, il n'y a que des tribunaux bilatéraux qui, ou bien en fonction des traités sur l'utilisation entre les États riverains sur le même bassin, qui décident. Mais pourquoi l'eau devrait échapper à une capacité de jurisprudence de l'humanité? D'ailleurs, il y a un très beau tribunal de l'eau, c'est celui qui est à Valencia. Et c'est un tribunal populaire. Allez consulter dans Google ou dans Internet, tribunal de l'eau de Valencia. Et vous apprendrez aussi que localement, on peut faire pas mal de choses, même au niveau de la finance ou de l'eau. C'est extraordinaire l'expérience du tribunal de l'eau de Valencia qui existe depuis 1450 et qui fonctionne encore et qui n'est pas étatique. Et donc, je pense que c'est important. Et si cela vous rassure pouvoir dormir bien, je vous le souhaite. Oui, merci beaucoup, Ricardo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très bien.